Sandrine, vous êtes instructrice de méditation pleine conscience et d'autocompassion. Vous êtes également l'auteur avec François Guillouette du livre « Cheminer vers votre sagesse intérieure, comment la pleine conscience et la philosophie peuvent nous aider à accueillir nos émotions et à vivre dans un monde en mutation ». Alors, je suis ravie de faire l'interview avec vous parce que j'ai trouvé ce livre remarquable d'intelligence dans l'analyse qu'il propose de ce qu'est l'être humain et comment aider l'être humain à affronter ses souffrances. Vous étayez vos idées à la fois avec les résultats de la recherche scientifique sur le cerveau, les neurosciences, mais aussi avec les enseignements de grands philosophes et sages de tous les temps, de Bouddha à Edgar Morin, en passant par Nietzsche ou Spinoza par exemple. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que ce livre est en même temps très pratique, très concret, avec des exercices à faire chez soi pour apaiser les souffrances, changer d'angle de vue sur notre vie et se sentir mieux progressivement. Alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est, on va revenir donc à la méditation pleine conscience. Cette méditation est aujourd'hui relativement connue et ses effets ont été étudiés sur le cerveau grâce à l'imagerie cérébrale. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire ce que la science a découvert ? Bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, je pense que c'est ça aussi l'atout de la pleine conscience actuellement, c'est qu'on bénéficie de beaucoup de recherches scientifiques, neuroscientifiques, qui ont montré les bienfaits de la méditation de pleine conscience. Peut-être que certains se souviennent de photos de Mathieu Ricard avec un casque. Il y a pas mal d'études qui ont été faites aux États-Unis, à Harvard, MIT, l'université de Brown, sur l'impact notamment du programme MBSR. Le programme MBSR, c'est un protocole thérapeutique que je propose et on est plusieurs à le proposer et qui propose un programme en 8 séances. Et c'est ce protocole le plus souvent qui est en fait étudié en neurosciences. Et il y a plusieurs bienfaits qu'on a démontrés, notamment sur l'épaississement de la matière grise de certaines régions du cerveau. Alors, peut-être en quelques mots, je vais vous expliquer. Déjà, il y a le cortex préfrontal qui est derrière le front. Et l'épaississement du cortex préfrontal indique en fait une amélioration de la planification, du raisonnement, aussi une meilleure gestion des émotions et des pensées positives. Il y a aussi sur la partie de l'hippocampe qui est en fait au centre de notre cerveau, qui est vraiment le siège de l'apprentissage, de la mémoire, de la régulation émotionnelle. Il y a aussi le carrefour pariéto-temporal qui est au-dessus, là, au-dessus des oreilles et derrière. Et son épaississement indique une meilleure empathie, plus de bienveillance, plus de capacité à prendre du recul face aux situations. Donc c'est vraiment très concret en fait. La méditation permet d'épaissir la matière grise de certaines régions du cerveau. Un peu comme quand on part faire de la musculation, le fait de muscler notre corps, on va développer cette masse musculaire. Ça va être la même chose pour la méditation. On peut dire que c'est vraiment la musculation, un entraînement de l'esprit. Et puis, il y a un point aussi qui est important à noter, c'est l'amygdale. Alors, ce ne sont pas les amygdales là, mais c'est l'amygdale au niveau du cerveau, ce qui est un signal d'alerte qui est lié au stress. Et la méditation va permettre progressivement de réduire la taille de cette amygdale, donc réduction du stress, réduction de l'anxiété. Donc, c'est vraiment des effets qui sont très positifs, très bénéfiques, que l'on voit très concrètement lors d'IRM. C'est incroyable. Effectivement, Mathieu Ricard, on va préciser, donc c'est un moine bouddhiste français. C'est vrai. Qui est souvent, on le voit avec le Dalai Lama quand il vit en France. Ouais. Et effectivement, il avait des électrodes sur le cerveau il y a quelques années. Ouais. Et quand on le voit, Mathieu Ricard, il a l'air toujours zen, heureux, bienveillant. Donc potentiellement, on peut devenir comme lui. Voilà, alors c'est vrai que Mathieu Ricard, il a plus de, je ne sais pas combien d'années, de 60 ans certainement de pratique. Ce qui est chouette à voir, c'est que ce programme MBSR, il fait que 8 séances. C'est 9 semaines en gros, à hauteur de 2h30 par semaine. Et on voit déjà des bienfaits vraiment notables qu'on voit sur les IRM au bout déjà de 2-3 mois de pratique, à hauteur d'à peu près 30-45 minutes par jour. Alors justement, la méditation pleine conscience, il y a la méditation en général et puis il y a cette forme-là de méditation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste
Et aussi, on a souvent l'idée, enfin j'avais souvent l'idée, que la méditation, c'est rester assis. Alors il faut laisser passer les pensées, sauf que pour des gens qui peuvent être un peu hyperactifs comme moi ou comme d'autres, ça semble insurmontable. Ouais. Et dans votre livre, vous expliquez qu'il n'y a pas que ça, on n'est pas obligé de faire que ça. En fait, il y a plein de façons de le faire, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Tout à fait. Alors moi aussi, je suis quelqu'un de très active, j'adore faire plein de choses, j'ai le cerveau souvent en ébullition. Et la méditation, ça m'a apporté tellement de choses. On parle de la pratique formelle, hein, c'est vrai, la pratique assise, mais il y a aussi des pratiques allongées, il y a aussi la marche en conscience qui est en fait une pratique formelle, c'est-à-dire on va prendre conscience de notre marche, des ressentis dans la marche. Donc ce sont des entraînements. La pleine conscience, la méditation de pleine conscience, c'est un entraînement de l'esprit, du cœur et du corps à être dans l'instant présent. Et c'est progressivement de prendre conscience et c'est savoir, avoir cette conscience de vivre quand je suis en train de vivre quelque chose. Parce on est souvent soit dans le passé en train de ruminer pourquoi j'ai fait ça comme ci, pourquoi j'ai fait ça comme ça, soit d'anticiper, de planifier ou de nous comparer, de nous juger, et on est rarement dans l'instant présent. Donc l'entraînement de revenir dans l'instant, d'être pleinement présent. Et il y a aussi ces pratiques plus informelles qui sont en fait de ramener en fait progressivement l'attention à chaque instant à ce que je suis en train de faire. Et toutes ces pratiques d'assise par exemple, si je reste une demi-heure ou ça peut être aussi même 5 minutes, juste 5 minutes par jour, c'est déjà un beau cadeau que je me fais juste de m'asseoir 5 minutes. Et bien tout cet entraînement formel va se diffuser dans mon quotidien. On ne s'assoit pas juste pour s'asseoir et se dire que allez, une demi-heure. Non, ensuite, l'invitation, ça va être d'être dans cette conscience de ma vie, de savourer pleinement ma vie, et quand c'est agréable, et puis quand c'est désagréable, de pouvoir prendre de l'espace face aux situations. Oui, puis alors j'avais vu que la méditation pleine conscience rentre aussi dans les hôpitaux, et j'avais vu également que c'était dans des services de cancérologie, pour des gens qui ont des traitements extrêmement lourds. Tout à fait. Et il y avait aussi une façon, je trouvais intéressante, ils avaient un grain de... Vous en parlez dans votre livre. Grain de raisin. Ouais, vous expliquez ? Tout à fait. Ça, c'est un premier des exercices qu'on fait, notamment dans le programme MBSR, c'est de pouvoir prendre conscience de tous nos sens. Et donc, on va prendre un grain de raisin, même 2 grains de raisin, et on va d'abord l'observer, le regarder. Voilà, quelle est sa couleur, quelle est sa forme. On va pouvoir ensuite le toucher, même parfois en le frottant, entendre s'il y a un petit, ça râpe, c'est un peu râpeux, ou le sentir, le goûter. Donc vraiment revenir dans une incarnation, dans une expérience de l'instant, mais aussi de nos sens. Parce qu'on est tellement là, tellement dans nos pensées, tellement là, l'invitation de la pleine conscience, ça va être de revenir habiter l'instant et le corps. Oui, parce qu'en fait, il y a énormément de littérature sur le sujet, des gens qui pensent trop, des livres très grand public qui pensent trop, etc. Et ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que quand on pense trop, on est la plupart du temps dans des projections, dans de la peur, et donc on active tout le stress, alors que parfois, il suffirait de revenir à son corps pour aller dans l'instant présent, peut être plus lucide aussi. Tout à fait. Et c'est ce que vous disiez, c'est un entraînement en fait, à changer sa façon d'appréhender le monde et sa vie. Tout à fait. C'est vraiment un entraînement, comme je disais tout à l'heure. C'est comme avec, je sais pas moi, si je vais faire un jogging ou la musculation. L'idée, c'est progressivement de prendre conscience on est beaucoup dans nos pensées. Un peu comme, vous savez, un petit singe qui saute de branche en branche ou le hamster qui tourne dans sa roue, à continuellement soit vouloir trop contrôler les choses ou soit de vouloir répondre à ces questions ou peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, des modes de fonctionnement, des schémas répétitifs que l'on crée, qu'on a créés via notre histoire et qui nous pourrissent la vie, qui nous rendent malheureux. Donc cette pleine conscience va nous permettre de prendre conscience de tout ça et surtout de vivre pleinement notre vie. Notre vie, elle n'est pas hier, elle n'est pas demain, elle est juste là. Alors, on va développer un peu. Dans la méditation, on entend aussi qu'il faut laisser passer, entre guillemets, les émotions. Quelque part, on se met un peu à distance. Ouais. Mais moi, la question que je voulais vous poser, c'est parce que, attention, se mettre à distance, c'est pas être en déni de ses émotions. Ouais. Comment on fait la distinction entre les laisser passer, entre guillemets, laisser nous traverser, ce qu'on dit, je crois, et être dans le déni et ne pas les ressentir. Et là, c'est pas une bonne idée, je crois. Alors, c'est vrai que c'est très subtil. Et c'est vrai que dans notre pratique, parfois, on peut avoir ce sentiment au départ, non, allez, je me sens bien, là, je me reconcentre sur l'instant présent.
Et c'est vraiment subtil, c'est cette pleine conscience qui va me permettre d'identifier, est-ce que je suis dans le rejet de mon émotion? Et souvent, voilà, on est des êtres sensibles, c'est tout à fait naturel de ne pas avoir envie d'être triste, de ne pas avoir envie d'être en colère. Et en même temps, ça fait vraiment partie de la vie. Cette dualité de bonheur et de souffrance qu'on vit tous au quotidien, ce sentiment de séparation qu'on peut vivre, l'invitation de la pleine conscience, ça va être en fait d'être avec ce qui est là pour moi. Donc être avec ce qui est là pour moi, c'est reconnaître un moment de bonheur, mais aussi de reconnaître une émotion qui est désagréable et progressivement d'apprendre à être avec. On parle souvent de cette qualité d'équanimité, cette capacité en fait d'être connecté à l'expérience telle qu'elle est et d'arriver à prendre de l'espace face à elle. Donc du recul, tout à fait. Et souvent en fait, dans notre éducation, souvent on nous a dit oui, c'est pas bien d'être jaloux, c'est pas bien d'être en colère, on n'a pas le droit, c'est pas bien. Et souvent, donc il y a l'émotion, le ressenti dans le corps, et après il y a l'action. Et souvent en fait, on fusionne les deux. Il y a vraiment cette notion de je peux ressentir, oui. Il y a des moments, moi là, actuellement, je suis en colère. Je ressens en fait dans ma vie de la colère. Oui, je peux la ressentir dans mon corps, cette colère. Et après, quelle est l'action que je vais associer? Et souvent, en fait, on est dans des réactivités, une sorte d'impulsivité. C'est-à-dire, en gros, la colère, hop, je vais avoir une action, je vais casser je vais tout casser. Parce qu'en fait, j'ai pas ressenti pleinement la colère, je l'ai extériorisée. Donc je pense que ce qui est intéressant progressivement, c'est de pouvoir faire la déconnexion entre le ressenti, ok, je peux avoir une colère, et la colère peut être très saine. Ressentir une jalousie, juste le fait de ressentir une jalousie, ok, je peux ressentir la jalousie, m'apporter de l'amour, m'apporter du soin, parce que souvent la jalousie c'est en lien avec un manque d'amour pour soi. Donc comment je peux prendre soin de cette émotion plutôt que de la repousser? Il faut croire justement, souvent les émotions en fait elles deviennent toxiques. Si je ne ressens pas ces émotions, il y a un moment dans le corps ça va exploser à l'intérieur. Donc l'invitation de la pleine conscience, ça va être de reconnaître la colère ou la tristesse, qui est une vibration de vie, qui est essentielle, parce que c'est un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et en même temps, plutôt que d'avoir une action qui soit dans la réactivité, quelle est la réponse la plus adaptée face à la situation? Et donc s'autoriser, ce que vous expliquez, s'autoriser vraiment à la ressentir pleinement, pour pas tout de suite être dans action-réaction, complètement, sans lucidité. Complètement. Alors c'est vrai que c'est un entraînement, et en même temps c'est tellement un beau cadeau d'accueillir ces émotions, d'être avec, et puis après de les faire évoluer. Et c'est pas pour être résigné, pour dire non, allez, moi je suis en colère et ça va passer. Non, c'est ok, je ressens, oui, cette colère je la ressens. Elle est justifiée, peut-être. Ou après, il y a différents types de colère. J'en parle dans mon livre. Il y a des colères qui sont plutôt dans le combat, dans la transformation et l'action, et c'est juste. Puis il y a des colères qui deviennent une sorte de rumination, une sorte d'amertume face à une situation que j'ai peut-être pas bien gérée, une histoire dans le passé, où là, peut-être il faut que je lâche la colère pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc après, il y a plein de nuances, en fait, d'émotions. Et ça, c'est la méditation qui va aider à lâcher, justement? Alors, bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent aider. Et je ne suis pas du tout quelqu'un de dogmatique. Je pense que la méditation, la thérapie, il y a plein de choses. En tout cas, la pleine conscience va vraiment aider à être avec. Non pas pour transformer l'expérience, mais vraiment apporter de l'amour, de la douceur à l'expérience. Et naturellement, en fait, le fait d'être avec beaucoup d'amour pour soi, eh bien, l'émotion, elle va se transformer, évoluer. Dans mon bouquin, je parle de cette notion d'impermanence, qu'en fait les choses, tout évolue. Je crois qu'en moyenne, une émotion, elle dure 90 secondes. Et après, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une pensée qui revient, et alors et après, ça y est, c'est le moulin qui se nourrit, et les choses qui se développent et qui soit empirent, ou soit se relâchent en fonction aussi de comment je vais cristalliser, comment je vais saisir cette émotion. Alors, prochaine question. Aujourd'hui, la science et les psychothérapeutes nous expliquent que nous vivons dans des schémas donc répétitifs, ce qu'on évoquait tout à l'heure, que notre cerveau a mis en place dans notre enfance et que nous renforçons dans notre vie inconsciemment, quelque part, sans nous en rendre compte.
La majeure partie de nos comportements, mais c'est phénoménal, hein, je crois que c'est autour de 80%, quelque chose comme ça, sont des automatismes, des choses qu'on fait de manière automatique, inconsciente. Alors, et heureusement qu'on a des automatismes, ça nous permet de ne pas réfléchir à marcher, à tout un tas de choses, mais aussi des comportements. Donc comment la pleine conscience peut nous détacher de ces schémas toxiques que nous revivons en permanence parce qu'on va aller rechercher des situations pour les revivre. Est-ce que vous avez des exemples de personnes, par exemple, ou de situations qui montrent ça, qu'on peut se détacher progressivement de schémas toxiques inconscients? Je crois que tous mes clients, enfin tous les participants au programme, ils sont là pour se détacher de leur schéma, leur mode de fonctionnement qui leur font souffrir en fait. Alors, la pleine conscience, l'idée c'est de faire émerger en fait à la conscience des schémas inconscients. Alors soit on peut le faire soi-même avec la pratique de la méditation. Moi par exemple, ce qui était intéressant, c'est qu'au départ je me disais non, moi je me critique pas, tout va bien, voilà. Puis en fait, en méditant et en prenant conscience de mes pensées, notamment il y a des exercices de notation mentale, où on va noter en fait les pensées, observer les pensées qui passent et voir qu'on peut un peu les mettre dans des boîtes. Tiens, gendarme, tiens, critique. Et progressivement, on peut voir en fait ces schémas mentaux, ces modes de fonctionnement, trahison. Et en fait, je me suis rendu compte de combien je me critiquais très très souvent. Et c'est formidable parce que c'était de l'inconscient qui, avec la pratique, a émergé dans la conscience en pilote automatique. Et puis progressivement, l'idée c'est d'observer et puis progressivement, en fait, on arrive à déconstruire des modes de fonctionnement. Alors ça n'empêche pas qu'un thérapeute peut être très très intéressant ou une psychothérapie en complément bien sûr, mais tout ça de toute manière ce qui est intéressant c'est d'associer des compétences des choses qui sont complémentaires. Donc l'invitation ça va être d'observer par exemple des pensées, des modes de fonctionnement. Puisque la pleine conscience, en fait, on va le vivre dans son quotidien. Donc on peut démarrer avec l'assise, par exemple, des pratiques assises, observer des modes de fonctionnement. C'est un peu comme si on mettait en fait notre vie sous une loupe quand on est assis. On voit ce qui se passe. Et puis ensuite, on va pouvoir observer, critique intérieure, critique. Et plutôt que de rentrer dedans, de rentrer dans l'histoire, parce qu'on a tous des histoires qu'on s'est créées, des schémas mentaux, on va les observer. Et puis, on va pouvoir progressivement les laisser passer. Un peu comme, vous savez, il y a quelqu'un qui sonne à la porte pour nous proposer quelque chose. On n'est pas obligé d'ouvrir la porte. On peut dire merci, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse plus. Ou ça ne m'intéresse plus. Tout à fait. Et puis, l'autocompassion peut être aussi essentielle là-dedans. D'apprendre aussi à développer une voix qui soit compatissante. Qui soit encourageante plutôt que, là je parlais du critique intérieur, mais je travaille beaucoup aussi avec des personnes qui ont des troubles anxieux, des troubles du comportement alimentaire. Moi quand j'étais jeune boulimique, donc je sais combien en fait ces schémas peuvent vraiment nous faire souffrir. Et avec la pleine conscience, l'autocompassion m'ont permis de voir, en fait, d'identifier les déclencheurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Quelles sont les croyances qui sont derrière? Moi, j'avais des croyances, je ne sais pas comment elles sont arrivées, mais bon voilà, on a tous des croyances qui émergent et de déconstruire tout ça progressivement pour s'apporter plus d'amour et plus d'épanouissement. C'est vraiment aller sous le capot et aller voir comment le moteur fonctionne. C'est ça, ouais. C'est vraiment comprendre la nature de notre esprit. Puis il y a vraiment cette notion aussi d'humanité partagée. C'est pas que Sandrine, c'est pas que les problèmes de Sandrine, c'est juste aussi les problèmes d'un être humain en fait, avec des pensées, des constructions mentales. On est tous dans le même bateau là. Clairement. Vous expliquez aussi dans votre livre que la pleine conscience peut même apaiser les émotions les plus difficiles. Et vous évoquez la pratique du, alors je vais certainement mal le dire, prajna. Oui, prajna, prania. Prania, bon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste? Alors la prania, en fait, ça veut dire en sanskrit sagesse intuitive. Et avec François Guillouette, en fait, de par nos échanges, on arrive un peu à notre propre définition, qui est certainement pas celle issue du sanskrit. Mais pour moi, la prania, c'est vraiment cette sagesse intérieure, cette présence qui me veut du bien. Donc progressivement, c'est d'arriver à identifier, vous savez, je parlais tout à l'heure de la petite voix compatissante, c'est cette voix compatissante qui me fait du bien, qui peut me soutenir, je peux développer en fait des ressources intérieures, quelle que soit la situation extérieure.
Et notamment dans le livre, il y a des QR codes qui permettent en fait de faire des méditations. Il y a une méditation sur les émotions difficiles qui s'appelle Prana. Alors je peux peut-être vous décrire un peu ce que c'est. Donc le P, c'est déjà d'être présent, hein, donc de se poser, de prendre un temps pour être vraiment pleinement avec soi. Ensuite, il y a le R qui va être de reconnaître l'émotion. Hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Juste le fait de reconnaître l'émotion, juste de dire « Ah mais là en fait ouais, je suis vraiment, vraiment inquiet, j'ai peur là ». Déjà, je vais abaisser cette amygdale dont on a parlé tout à l'heure, hein, la signal d'alerte. Le fait de relâcher un peu, de reconnaître, je vais relâcher le stress, je vais accueillir ce qui est là. Ensuite, il va y avoir la notion d'accueillir. Je commençais déjà à en parler maintenant. Accueillir l'émotion, c'est-à-dire reconnaître « Ah mais oui, mais c'est vraiment ce que je ressens là ». Donc c'est pas accepter « Ah oui, c'est cool, je suis très heureuse d'avoir peur ». C'est accepter, oui, c'est ça que je suis en train de ressentir. Ensuite, on va voir le J qui est juste dans le corps. Souvent, notre cerveau, je dis souvent, c'est un peu à la mode physique quantique. C'est-à-dire qu'en fait, ça va dans tous les sens. Nos pensées, elles viennent, et c'est pas toujours évident d'observer les pensées, surtout au départ. Et le fait de revenir dans le corps, puisque le corps, l'esprit, les émotions, tout est lié, juste le fait de revenir dans le corps, je vais pouvoir plus facilement observer l'émotion qui est là. C'est un peu de la physique newtonienne. Donc je vais observer ce qui est là, ressentir. Ensuite, il y a les deux autres initiales qui sont la non-identification. Et bien en fait, voilà, je ressens ça, peut-être que je ressens de la peur, le ventre qui est crispé. Ok, est-ce que je peux rester un peu avec ? Peut-être que je peux mettre une main au niveau du ventre pour m'apporter un peu de douceur, du soutien. Ça, c'est l'autocompassion. Et puis la non-identification, c'est se dire aussi, oui, mais c'est juste une émotion en fait. C'est juste quelque chose qui me traverse, que je suis un être humain. Et c'est tout à fait naturel de ressentir parfois de la peur. Donc il y a vraiment cette notion aussi d'humanité partagée qui est là aussi, qui est, je pense, très importante. C'est que souvent, quand on souffre, on a l'impression qu'on est le seul à souffrir ou la seule à souffrir et on se sent séparé des autres. La bonne nouvelle, c'est qu'on souffre tous à un moment ou à un autre, et que parce qu'on est des êtres humains, en fait. Donc il y a vraiment ces étapes consécutives qu'on va faire pendant la méditation. L'idée, c'est vraiment de le vivre. Donc je vous invite vraiment peut-être à tester cette méditation. Peut-être qu'on pourra peut-être même la mettre, je suppose. On verra. Oui. Avec plaisir. Surtout en ce moment. Voilà. Il y a de quoi faire au niveau de la peur. Vous évoquez notre critique intérieure. Alors c'est pareil, c'est un grand sujet et qui est de plus en plus mis sur les réseaux sociaux, etc. Ouais. Le critique intérieur. Donc c'est la part de nous qui nous juge constamment. D'où vient cette part qui nous juge ? Ça, j'aimerais savoir. Est-ce que c'est en fait des choses qu'on a entendues et qu'on a intériorisées ? Et comment on peut apaiser cette part qui nous juge ? Et en même temps, je trouve ce qui est pareil subtil, il ne faut pas non plus se dire qu'on est exceptionnel. Il ne faut pas passer dans l'excès inverse. Comment on peut être juste pour définir là où on se critique trop et là où on peut avoir raison ? Alors, je pense que déjà, il y a cette notion de discernement critique. Hein, vraiment cette notion de... C'est vraiment important de se remettre en question pour avancer, d'observer ses erreurs. Hein. Donc, l'invitation, ça va être de voir est-ce que je suis dans le discernement critique ou je suis dans le critique intérieur. Le critique intérieur, c'est vraiment cette voix souvent un peu négative qui nous juge, qui nous condamne, qui est toujours un peu dans l'excès. Hein. Et puis, ce discernement critique, qui pourrait être peut-être un peu la voix compatissante, qui serait dans « Ok, tu as fait une erreur, mais voilà, qu'est-ce que tu peux apprendre de ça ?» qui nous comprend, hein, qui est dans l'empathie avec nous-mêmes. Et donc, progressivement, avec la pratique, on peut arriver à discerner. Hein, est-ce que je suis vraiment dans le critique négatif où vraiment je m'enfonce, ou est-ce que je suis plutôt dans quelque chose qui m'élève, hein. Et alors, d'où vient ce critique intérieur ? En tant qu'être humain, on a, on va dire, deux systèmes de fonctionnement. On a le système de défense face aux menaces. Donc, face aux menaces extérieures, naturellement, on va en fait produire de l'adrénaline, produire du cortisol pour pouvoir faire face à une situation de menace. Et donc, pour soit
attaquer, soit fuir, soit se figer. Et quand on se critique, le problème, c'est qu'en fait, on va retourner le système de défense contre soi, contre sa propre image. Et donc, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée en fait de la tristesse, de la dépression, de l'anxiété, parce que ce système de défense, il est très utile si on a une menace extérieure pour nous protéger, mais en fait, on va retourner en fait contre nous-mêmes ce système. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a peut-être un système de défense, mais on a aussi un système de soins. Alors le système de menace, de défense, il est issu de notre cerveau reptilien. C'est vraiment le cerveau primitif qui veut nous protéger. C'est un peu binaire, danger, pas danger. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc si par exemple on se sent défaillant dans quelque chose, hop, on va s'autocritiquer, t'es vraiment nul, t'y arriveras jamais. Enfin, on va se mettre vraiment la pression, une sorte de système de défense. Et le problème, c'est qu'en fait, en général, au contraire, on perd tous ses moyens, on est démotivé, et puis on peut vraiment tomber même dans la dépression. On a un système aussi qui est le système de soins des mammifères. Et les mammifères, ils ont souvent, il y a la mère qui va prendre soin, ou les parents qui vont prendre soin du nourrisson. Et comment la mère va prendre soin de son nourrisson ? À travers, on va dire, de 3 principes généraux qui vont être la chaleur. Donc, moi, j'aime bien, j'ai souvent un petit thé, je pense qu'on est tous un peu pareil. On aime bien se blottir en hiver avec une couverture, ça nous fait du bien. Il y a les vocalisations. Alors là, ça, c'est des choses qu'on va faire, notamment dans le programme que je propose d'autocompassion, Mindfulness Self-Compassion. C'est un programme d'autocompassion qui développe les ressources intérieures. Donc ça va être aussi développer des mots qui soient adaptés pour prendre soin de moi. Et puis, le dernier point, c'est le toucher. Donc c'est apprendre en fait à avoir des touchés apaisants qui nous font du bien. Donc voilà, donc ce critique intérieur, on peut s'entraîner à développer une nouvelle voie compatissante, d'autocompassion, avec ce système de soins qui est plutôt orienté, un peu comme le fait qu'on soit des mammifères. Et parfois, je me dis, quand on apprend un peu comment le cerveau fonctionne, et qu'on a ce cerveau reptilien, donc qui est vraiment le cerveau un peu primitif, tout à fait. S'il y a un lion qui arrive, etc., voilà, il faut pouvoir fuir. Mais on a l'impression qu'en fait, notre cerveau, il est archaïque, quelque part. Il est resté à l'époque de Cro-Magnon, un peu. Complètement. Et il n'est plus adapté du tout à ce qu'on vit. Tout à fait. C'est vrai qu'on a un cerveau qui n'a pas beaucoup évolué depuis 200 000 ans. Depuis le premier Homo sapiens, il n'a pas beaucoup évolué. Et c'est vrai que à cette époque, il fallait faire très attention parce qu'il peut y avoir une tribu violente qui pouvait nous attaquer ou un animal qui pouvait nous dévorer. Donc c'est vrai que, et en plus avec la sélection naturelle, les personnes qui sont restées, ils sont négatifs, ils sont anxieux. Donc c'est normal, c'est tout à fait normal d'être anxieux, négatif à l'heure actuelle. C'est nos ancêtres. Tout à fait. Donc c'est un peu comme si on avait téléchargé un logiciel qui est vraiment sur être très prudent. Et maintenant, il faudrait télécharger une nouvelle application qui serait de prendre du recul. Prendre du recul. Et c'est ça l'invitation de la pleine conscience. C'est d'apprendre à prendre du recul, à savourer pleinement les moments agréables et puis à prendre de l'espace face à ce qui est désagréable. C'est une bonne nouvelle. Alors, vous parlez également dans votre livre de la zone de confort. Vous expliquez que... Alors, la zone de confort, effectivement, on entend beaucoup parler en développement personnel, il faut sortir de sa zone de confort, etc. Bon, pour autant, il ne faut pas sortir trop loin de la zone de confort, parce que sinon, on peut être aussi dans une situation de stress permanent tout le temps. Mais je trouvais ça hyper intéressant. Vous expliquez que c'est en prenant des risques mesurés dans la vie que l'on acquiert une sécurité intérieure. Ça pourrait paraître un peu contre-intuitif comme ça quand on le dit, et pourtant je pense que c'est très vrai pour l'avoir vécu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement en quoi ça consiste ? Alors, on voit qu'il y a plusieurs zones. Il y a vraiment cette notion, comme vous disiez, cette notion de zone de confort, où je suis un peu en pilote automatique, je fais les choses pas vraiment sans y penser. Parfois il y a un peu d'ennui d'ailleurs, Et puis ensuite, il y a une autre zone qui est vraiment cette zone en fait d'anxiété maximale, qui n'est pas l'anxiété maximale, c'est vraiment cette zone où
je suis parfois un peu inconfortable. Je peux avoir des émotions un peu de peur ou un peu d'inconfort. Et en même temps, j'apprends. Et j'arrive à dépasser certaines choses, certaines peurs par exemple. Et là, c'est là où je suis fière de moi. J'ai de la joie parce que je sens que je me suis dépassée. Alors, dépassée, on est d'accord qu'on n'est pas dans un dépassement où on est submergé, mais on a dépassé, par exemple, une inquiétude ou une peur. Et cette sécurité intérieure, elle se fonde aussi sur le fait de gagner confiance en soi. Des petits pas par petits pas, je gagne confiance en moi parce que je vois en fait que je réussis à faire des choses. Et puis avec l'autocompassion en complément, je vais pouvoir avoir ce soutien, me dire, bah voilà, ok, je peux avoir un échec, mais je peux rebondir. Donc pour moi, la zone d'anxiété optimale, ce qui est formidable, c'est de voir en fait qu'on peut avoir des réussites, on peut gagner en confiance en soi. Et bien sûr, après, progressivement, avec la pleine conscience et la pratique, on peut observer, ok, là, je suis dans une zone où j'apprends, ou est-ce que je suis dans une zone où je suis submergée, où là, je suis en état de stress excessif, ou même complètement en hypoactivité, c'est-à-dire en gros, je vais passer à une phase où je suis même épuisée, exténuée. Donc l'invitation progressivement, c'est de voir toutes ces nuances. Il n'y a rien de bien ni de mal, c'est juste qu'il y a parfois il y a des moments où je peux être un peu en zone d'hyper-activité, où je suis un petit peu trop stressée, je reviens dans la zone de confort, ou je reviens dans la zone de tolérance. Voilà, il n'y a pas une zone parfaite, mais en tout cas d'avoir cette conscience en fait. Et on a tous autour de nous des personnes qui ont cet état d'esprit de se dire bah moi j'adorerais faire ça ou etc, mais c'est pas possible. Et en fait on leur demande, ça m'arrive beaucoup, mais qu'est-ce que tu as essayé? Bah non mais ça sert à rien, c'est pas possible. Donc en fait si on essaye rien, même pas un petit truc, il se passera rien. C'est de la prophétie autoréalisatrice un peu. Tout à fait. Et je trouve que pour ça la stratégie des petits pas, c'est vraiment une belle chose. Avant de gravir la montagne, peut-être une marche, puis une marche, et voir comment ça marche, comment ça fonctionne, comment je me sens là. Oui, tout à fait. Donc vous proposez un itinéraire, alors j'avais vu en 7 étapes. Tout à fait. Pour découvrir ce pourquoi nous sommes faits. Alors ça c'est super. Sans tout dévoiler, est-ce que vous pouvez nous les exposer quand même dans les grandes lignes? Bien sûr. C'est vrai que moi j'accompagne, alors c'est vrai que j'ai ma casquette d'instructrice de méditation de pleine conscience et d'autocompassion, et puis je suis coach. Et j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, des entrepreneurs, des thérapeutes, qui viennent me voir sur vraiment cette notion de comment je peux être alignée à mes aspirations profondes, comment je peux être vraiment donner du sens à ma vie professionnelle, tout en gagnant de l'argent. C'est le grand challenge, je crois qu'on a tous. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'ai cette casquette d'instructrice de méditation, mais j'ai aussi plus de 16 ans d'activité dans la création d'activités de start-up, dans une activité précédente, et j'aime beaucoup associer les deux. Trouver du sens, arriver à être aligné avec ses valeurs, être épanoui, serein, c'est-à-dire qu'on pas... Voilà, de mieux gérer ses émotions, parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, le grand challenge aussi, c'est comment je peux gérer mes émotions, ma peur, ma colère, mes inquiétudes. Donc ce processus en 7 étapes, bien sûr on le fait normalement en accompagnement individuel, mais ça peut être aussi intéressant d'y réfléchir. Donc la première étape, ça va être d'identifier quel serait le monde idéal pour moi. Vraiment, je lâche toutes les contraintes que j'ai, ça serait quoi un monde idéal pour moi? Ensuite, on va voir comment on peut contribuer, ça serait quoi ma mission, mon rôle dans ce monde idéal? Quelles sont mes valeurs aussi? Quelles sont mes valeurs? Parce que souvent, les souffrances les plus importantes, elles sont issues des valeurs où en fait, j'ai sacrifié mes valeurs. Donc voir quelles sont les valeurs qui sont importantes pour pouvoir identifier des secteurs ou des activités qui peuvent résonner avec moi. Par exemple, je pense moi quelqu'un qui adore la nature et qui va être toute la journée dans un bureau, dans un gratte-ciel, a priori, il y a un moment, ça va le faire souffrir. Donc il faut trouver un équilibre. On va pouvoir aussi identifier les talents, les forces au travers de différents exercices, d'identifier quelles sont mes forces. Bien sûr, il y a les compétences, mais il y a aussi tout ce qui fait de moi l'être que je suis.
Et puis au travers de tout ça, on va pouvoir identifier un projet professionnel, une façon de rayonner dans le monde. Ça doit faire cette étape, je crois, à peu près. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que la première étape dont vous parlez, c'est imaginer un monde idéal. Donc, vous incluez la personne dans l'humanité, comme si on avait chacun un rôle à jouer pour cette société. C'est sympa comme idée. Ouais. Vous connaissez peut-être un peu la notion du colibri, hein, ce petit colibri, l'histoire du colibri, où peut-être que je peux la redire, hein, un petit colibri en fait qui voit un feu dans la forêt, il y a un tapir qui voit ce colibri faire des allers-retours entre un lac et le feu de forêt, et lui dit mais qu'est-ce que tu fais là avec ton petit bec colibri, tu vas pas pouvoir éteindre ce feu. Et puis le colibri continue et dit oui mais moi je fais ma part, et donc il donne des gouttes, il lance des gouttes. Et puis il dit que l'ensemble des animaux de la forêt ont contribué ensuite à ramener les gouttes dans la forêt. Alors après, dans le feu. Est-ce que le feu s'est éteint ? C'est peut-être quelque chose qu'on verra au fil des prochaines années, voir ce que ça va donner en tout cas. Mais en fait, commencer par soi. Mais qui est-ce qui disait ça ? C'est Gandhi. C'est Gandhi, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Commence à être toi-même le changement que tu veux dans le monde. Complètement, tout à fait. Parce que ça peut inspirer d'autres personnes en plus. Complètement, complètement. Je pense que si chacun, on pouvait être aligné, on est un peu comme un puzzle, je crois. Hein. On est chacun une partie du puzzle. Et donc, si on peut chacun avoir son rôle et s'épanouir, être pleinement soi et rayonner, parce que c'est vrai que il y a de nombreuses personnes qui viennent me voir qui n'osent pas, ou mais qui je suis pour pouvoir faire avoir une vidéo Instagram, etc. Mais rayonnons, soyons pleinement qui nous sommes. Hein, la vie demande ça en fait. Hein. La vie demande que nous soyons pleinement qui nous sommes. Alors, vous développez dans votre livre la proposition de Viktor Frankl. Donc Viktor Frankl, c'est une personne qui a traversé malheureusement les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, donc qui a vécu l'horreur, et qui s'est intéressé aux personnes avec qui il était et qui s'est rendu compte que certains avaient un état d'esprit plutôt où ils arrivaient à mettre du sens dans ce qu'ils vivaient et s'en sortaient vivants, et d'autres non. Et donc il a créé la thérapie du sens, donc ça s'appelle la logothérapie, et il a un angle de vue différent sur la vie qui est très intéressant, qui consiste à être attentif à ce que la vie veut de nous et pas l'inverse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? Et c'est vrai qu'il a vécu une phase qui était très difficile, où il a dû vraiment changer radicalement de rapport à la vie. Et notamment, j'avais noté une phrase dans mon livre que je mets, c'est « Notre responsabilité dans la vie consiste à trouver les bonnes réponses aux problèmes qu'elle nous pose et nous acquitter honnêtement des tâches qu'elle nous assigne. » Comme si c'était une instructrice quelque part. Tout à fait. Et je crois que quand on vit une période difficile, un moment de souffrance, on se rend compte que la vie, en fait, nous appelle. Elle nous appelle à faire quelque chose de notre vie. C'est vrai qu'en général, quand on démarre dans notre vie, ok, moi je veux faire ci, je veux faire ça, on a le sentiment qu'on a le contrôle sur plein de choses. C'est moi qui vais dire à la vie ce que je vais faire. Et en même temps, je pense que c'est une interaction. Une interaction, moi aussi, la vie peut m'appeler aussi à faire des choses. Et quel beau cadeau aussi. Hein. Et d'ailleurs, Viktor Frankl, il parle de 3 façons de donner du sens à sa vie. La première, ça serait de faire une bonne action ou de réaliser une œuvre qui nous dépasse. La deuxième, ça serait de faire l'expérience de quelqu'un ou de quelque chose qui nous fait du bien. Et la troisième, c'est en lien avec la souffrance. Hein, c'est vraiment quel est mon lien avec la souffrance. Alors bien sûr, il y a des souffrances qui sont difficiles et on a l'impression qu'on n'apprend rien de cette souffrance. Et en même temps, pour certaines souffrances, il y a un côté lumineux, une façon d'apprendre et même de se transformer. Moi, je sais que plus de 10 ans, rien n'allait dans ma vie, ni pro ni personnel. Je vivais une vraie crise aussi personnelle. Et franchement maintenant, 10 ans plus tard, c'est un vrai cadeau parce que j'aurais pas fait tout ce chemin de méditation, d'autocompassion, de thérapie si j'avais pas vécu ça. Donc je pense que la souffrance peut être vraiment le terreau, Thich Nhat Hanh qui dit « sans bout, pas de lotus ». C'est-à-dire que vraiment ça peut être le terreau, le fruit d'après vraiment d'un épanouissement important.
Mais effectivement, du coup, il faut changer. Parce que le problème, c'est que la souffrance, il y a un moment où elle peut revenir de manière récurrente. Ouais. Et puis, on peut aller un peu dans le fatalisme Ouais. quand on va pas bien. Se dire, bon, bah, moi, j'y arriverai jamais. Je sais pas faire. J'y arrive pas. J'essaye et j'y arrive pas. Et à chaque fois. Et il y a un moment, peut-être qu'il faut changer d'angle de vue, de le voir différemment, essayer autrement, différemment. Grâce à la méditation aussi, peut-être ça doit aider. Tout à Parce fait. que moi aussi, j'ai vécu des choses comme ça. Et quand on commence à changer d'angle de vue et qu'on accepte ce que la vie nous demande, mais les choses vont beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Ouais. Ah ouais. Après, je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une interaction entre l'univers, on pourrait dire, ou la vie et nous. Et c'est vraiment tout dire intérieur-extérieur, tout est relié, tout est lié. Hein. J'aime bien dire que voilà, l'univers, quand on s'allonge sous les étoiles et qu'on voit cette voie lactée infinie, ben, à l'intérieur, la conscience, elle est aussi infinie. Hein, je crois que c'est Bouddha qui dit que en fait, l'univers nous traverse à chaque instant. Alors, vous évoquez autre chose dans votre livre qui est très riche, hein, j'ai pas pu tout développer. L'importance d'être reconnu pour un être humain. Ouais. Que nous sommes mus constamment par ce besoin de reconnaissance et d'amour. Et c'est ça qui fait qu'en fait, ce sont les relations humaines les enjeux les plus importants de notre vie. D'ailleurs, moi, je le vois aussi dans les interviews que je fais, les relations humaines, c'est toujours ce qui est le plus plébiscité. Vous notez d'ailleurs que les personnes en fin de vie ne parlent pas de leur travail ou de leurs acquisitions matérielles, par exemple, mais uniquement de leurs relations humaines. Donc, comment nourrir sainement ce besoin d'amour et de reconnaissance et pas avoir des regrets à la veille de notre mort? Ouais. Alors déjà, je pense que la première étape, c'est de reconnaître. Il y a beaucoup de personnes qui vont... cette notion d'ego, non, moi j'ai pas besoin de reconnaissance, j'ai pas besoin... Mais je pense que c'est le fondement même de l'être humain. On est né en tant que nourrisson, sans nos parents, sans une figure parentale, on serait mort. Donc on est comme ça, hein. On est avec ce besoin d'amour, ce besoin d'être de l'autre. Donc de reconnaître ce besoin qui est fondamental d'amour, de reconnaissance. Ça c'est vraiment la première étape. Et en tant qu'adulte, alors on n'a peut-être plus besoin d'avoir cette figure parentale, mais par contre, on a quand même besoin de reconnaissance et d'amour. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on peut s'apporter de l'amour. On n'est pas toujours besoin d'aller chercher, de courir après un amoureux ou un parent de substitution, mais on peut s'apporter en fait, hein. On peut se reparenter. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, ce programme d'autocompassion dont je vous ai parlé, hein, le programme MSC, pour apprendre à reconnaître, oui, j'ai besoin d'amour et en même temps, je peux m'apporter de l'amour. Ça paraît, quand on dit ça, je l'ai lu souvent dans des livres, ça me paraissait toujours très éthéré, comment on s'apporte soi-même de l'amour. Ouais. Ah ben alors là, c'est vraiment le cœur du MSC, c'est apprendre, alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein, c'est vraiment cette notion de s'apporter des touchés apaisants, par exemple, d'avoir des mots affectueux pour soi. En fait, ça va se diffuser tout doucement. Le programme, il est pareil, hein, c'est 8 séances, 2h30, 3h par semaine. Et donc, on va s'entraîner, c'est une pratique. S'apporter de l'amour, apprendre à s'aimer, c'est une pratique. Comme la méditation de pleine conscience, l'autocompassion, ce sont des pratiques. Et moi, c'était vraiment marrant parce que en août, il y a une semaine où j'étais complètement seule et je me suis rendu compte, mais combien de fois je me disais « Ah, ma petite chérie » ou « Je t'aime ». C'est automatique. On n'est pas tous capables de faire ça. Et c'est vrai que, en fait, je me rends compte en fait que j'ai automatisé des nouveaux modes de fonctionnement, mais qui me font tellement de bien. Donc ça se fait en fait, c'est la pratique, c'est vraiment comme le sport, c'est des pratiques régulières avec des méditations, des exercices qui nous permettent progressivement d'infuser en fait, hein, et que ça devienne aussi inconscient, hein, que ça devienne en tant que pilote automatique des choses positives. Puis j'imagine qu'après, ce qui découle de ça, c'est que quand on arrive à s'aimer, alors s'aimer, c'est pas dans le sens égotique, c'est se respecter. Bien sûr. On arrive aussi à l'extérieur à se faire respecter. Parce que quand on s'aime pas suffisamment, on se fait rouler dessus concrètement à l'extérieur. Complètement. Donc ça peut être bénéfique à plein de niveaux. Tout à fait. Alors ça peut être, d'une part, je pense qu'apprendre à s'aimer, ça permet aussi d'aimer vraiment l'autre.
Et pas être dans un truc d'attachement au toxique, mais vraiment de se dire, oui, je t'aime, mais parce que et je t'aime, je te comprends, et il y a vraiment cette notion aussi de j'accepte aussi ta différence, hein, cette notion d'altérité qui peut être présente. Et puis aussi, apprendre à s'aimer, c'est connaître ses besoins, hein, savoir dire non. Hein, savoir dire non, poser ses limites. Et parfois, il y a besoin aussi de se séparer de personnes toxiques ou des personnes qui nous rendent malheureuses. Ça fait partie aussi du processus. Il y a vraiment cette notion d'autocompassion combative qui peut être vraiment essentielle, qui est de poser ses limites, de dire non, pour se respecter en tant qu'être humain. Oui, c'est pas le monde des bisounours, hein, on est d'accord. Ah non. Hein, il y a aussi des gens qui peuvent nous vouloir du mal et c'est ça, il faut s'en protéger. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors après, bien sûr, ça dépend aussi de notre niveau de pratique, etc. Il y a des gens qu'on peut essayer de comprendre aussi, heureusement. Moi, je travaille pas mal en prison. Hein. Je travaille beaucoup en prison avec des hommes, des femmes. On a tous notre cheminement. Apporter de la compassion, bien sûr, c'est essentiel. Et en même temps, c'est trouver l'équilibre entre se respecter, respecter l'autre. Chacun doit savoir doit identifier ce qui est bon pour lui. Alors, vous évoquez également dans votre livre les effets de la gratitude sur notre cerveau et les hormones de bien-être que notre corps produit avec cette gratitude, comme la sérotonine et la dopamine par exemple. Et on parle effectivement beaucoup de gratitude, beaucoup dans le développement personnel. Quels sont les effets à long terme de la gratitude et comment la cultiver au quotidien sans être dans le déni ? Parce que c'est toujours le risque. Quand on est dans la gratitude, je connais des gens qui étaient dans la gratitude toute la journée parce qu'ils avaient lu qu'il fallait le faire, mais leur vie était une catastrophe, ils se faisaient exploiter avec des relations toxiques, mais ils exprimaient de la gratitude envers les gens qui leur faisaient du mal. Donc voilà, comment on fait ça bien ? Donc la gratitude, en fait, c'est de pouvoir reconnaître ce qui est là. On est souvent on voit beaucoup nos manques ou les manques extérieurs et on voit rarement ce qui est là, hein, ce qui nous fait du bien. Donc l'invitation de la gratitude, c'est d'observer. Et donc on est souvent négatif, souvent dans le manque, et il y a beaucoup de personnes qui sont dans la plainte, hein, qui voilà, moi mon travail il n'est pas assez comme ci, je gagne pas assez comme ça, ou voilà, mon épouse n'est pas assez comme ci ou pas assez comme ça. Hein. Donc là, dans ces cas-là, l'invitation, c'est progressivement, les pratiques de gratitude vont permettre de développer une sorte de discernement qui va permettre de dire, ok, l'équilibre, c'est de nourrir ma gratitude. Hein. Après, je suis complètement d'accord avec vous, l'idée, c'est que ça ne pallie pas le fait que voilà, je peux développer la gratitude et trouver un certain équilibre. Après, voilà, s'il y a des choses qui sont difficiles pour moi, des personnes toxiques, etc., c'est important aussi de se détacher de ces personnes. Donc progressivement, c'est d'avoir cette capacité de discernement. Hein. Est-ce que cette gratitude, et d'ailleurs même une personne toxique, elle peut peut-être m'apporter des choses positives d'un certain côté, d'ailleurs c'est pour ça que souvent c'est compliqué, c'est que si c'était que tout négatif, oui on partirait. Mais ce qui est compliqué, c'est que voilà, c'est pas toujours évident de trouver l'équilibre, de se respecter, de respecter l'autre, d'être dans la compassion, l'autocompassion. Donc moi je vous invite vraiment à vous apporter de l'amour et avoir confiance que c'est un processus et que les choses se font aussi, peut-être vous faire accompagner, certaines personnes qui se sentent pris dans quelque chose de toxique, de se faire accompagner. En tout cas, pour la gratitude, un petit exercice par exemple qui peut être intéressant, c'est pareil que l'autocompassion, ce sont des pratiques, ce sont des entraînements. Donc par exemple, tous les jours, vous pouvez peut-être identifier 5 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Une ou deux personnes avec qui vous avez de la reconnaissance, à qui vous êtes reconnaissant. Donc c'est des façons en fait de créer des automatismes pour pouvoir reconnaître les joies dans notre vie. Oui, c'est vrai, on met le focus sur ce qui ne va pas et on oublie de mettre le focus aussi sur ce qui va. Complètement, ouais. Et alors, les bienfaits de la gratitude, ils sont nombreux, hein. Il y a plein d'études qui ont montré des bienfaits sur un meilleur sommeil, moins de dépression, plein de bienfaits aussi sur les pensées positives, sur être plus de joie. Je crois que la gratitude, c'est vraiment un antidote très puissant pour la négativité, pour les dépressions.
reconnaître en fait tous les moments de joie. Et la pleine conscience, juste, moi je sais que parfois j'ai tellement de gratitude juste du fait de respirer, d'être en vie. Vous êtes entraînés, vous. Ouais. Mais vraiment la nature, juste voir la nature, voir ces arbres, il y a quelque chose de tellement beau, de touchant, de se sentir connecté à ça, c'est tellement merveilleux. Et je pense qu'on peut tous le ressentir un moment dans la nature ou un rayon de soleil, le sourire d'un passant. C'est un entraînement. Alors, pour revenir à ce qu'on disait peut-être un peu plus précédemment, comment apprendre à nous respecter nous-mêmes et du coup à poser nos limites? Ouais. Toujours dans cette histoire de discernement en fait. Ouais. Alors, apprendre à poser nos limites, ce que je disais tout à l'heure, c'est déjà, première étape, je pense que c'est important, c'est de savoir de quoi j'ai besoin. Hein, et ça, régulièrement dans la journée, je peux me poser la question de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de respect? Est-ce que j'ai besoin d'aller à mon rythme? Est-ce que j'ai besoin de reconnaissance? Est-ce que j'ai besoin de repos, d'apprentissage? Pour moi, ça, c'est vraiment la première étape essentielle. Hein. Apprendre à identifier mes besoins. Et puis ensuite, moi, je propose dans le livre et même dans mes accompagnements, dans les coachings, on a beaucoup d'exercices, notamment avec la communication non violente ou l'écoute consciente, où on va apprendre très concrètement à poser ses limites, savoir dire non, ou à accepter une critique, ou faire une critique. Alors, je ne sais pas si on peut détailler là. Ouais, ok. Donc, savoir dire non, par exemple. Donc, on va identifier déjà... souvent, quand on veut dire non à quelqu'un, c'est que cette personne, elle a des besoins. Moi, j'ai des besoins, elle a des besoins. Donc, ce qui est intéressant, c'est si je veux dire non, je vais essayer d'identifier son besoin, et souvent, il y a un besoin caché derrière. Tu vois, vous voyez, par exemple, je pense, est-ce que tu peux faire cette présentation pour demain, par exemple? Mon supérieur qui me dit ça. Moi, je vois que je ne peux pas le faire parce qu'en termes de temps, ça ne sera pas possible. Je vais essayer de creuser derrière. Qu'est-ce qui se passe? Quel est son besoin? Donc toi, tu aurais vraiment besoin que je fasse cette présentation pour demain, par exemple. Et donc, on va essayer de comprendre son besoin. Et cette personne, elle a un besoin et elle a identifié comme stratégie, moi, pour répondre à ce besoin. Et en même temps, il peut avoir peut-être d'autres stratégies qu'elle pourrait prendre. Par exemple, peut-être qu'elle aurait besoin de ce rapport, peut-être dans 4 jours, ou peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire, ou peut-être qu'elle peut prendre un temps pour le faire. Donc l'invitation, ça va être de creuser progressivement avec elle quelles sont les autres stratégies qu'elle peut proposer, parce que je ne suis pas disponible. Ensuite, on va essayer d'identifier quels sont mes besoins, quels sont les besoins qui vont me dire oui, qui pourraient me faire dire oui, quels sont les besoins qui me font dire non. Parce qu'en général, c'est ni tout noir ni tout blanc. Et on va pouvoir, après, construire une phrase qui n'est pas du tout dans la manipulation, mais vraiment être sincère qu'il y a un côté qui voudrait dire oui, et en même temps, il y a un autre côté qui dit non. Et je pense que ce qui est important dans poser ses limites, c'est de se comprendre, être aligné à ses besoins, mais aussi de comprendre l'autre, être dans l'empathie vis-à-vis de l'autre. Donc c'est vraiment une danse entre moi et l'autre, de comprendre l'autre, d'être dans l'empathie et d'être aussi sincère avec soi, sincère avec l'autre. Alors on parlait tout à l'heure de personnes toxiques. Parfois il y a des personnes, on peut malheureusement, il faut couper le lien parce que là c'est plus possible d'être dans une relation en fait de compréhension et d'empathie, parce que les personnes narcissiques, elles ne sont pas dans l'empathie justement. Mais la grande majorité des gens, il y a cette capacité en fait de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer. Parfois on a peur parce qu'on a toujours tellement ce besoin aussi d'être aimé, d'être reconnu, qui est là, qui est présent. Donc le fait déjà de s'apporter plus de compréhension, de douceur à soi et de savoir qu'on est là pour soi, ça permet aussi de se libérer, de poser plus facilement nos limites. Oui, parce qu'il y a beaucoup dans l'incapacité à poser des limites, c'est beaucoup des personnes justement qui ne s'aiment pas assez, qui cherchent à ce que les autres les aiment et qui vont dire oui beaucoup trop facilement en dépit de leurs besoins propres. Alors des petits trucs aussi très faciles, ça peut être aussi de reporter.
pour avoir le temps en fait par exemple de dire écoute, laisse-moi quelques heures, je reviens vers toi ce soir par exemple, ou écoute, ok pour te faire ça, mais en contrepartie, j'aurais besoin que tu fasses ci. Voilà, on peut peut-être essayer de reporter un peu pour avoir un temps de réflexion, ou peut-être se dire tout simplement, maintenant je dis plus oui tout de suite, je dis écoute, j'ai besoin d'un temps de réflexion. Comme ça permet de laisser un peu de temps, un peu d'espace, pour pas se laisser à chaque fois envahir par des projets. Moi, ça m'est arrivé là récemment de dire non à un projet. J'aurais pu dire oui, et après j'aurais certainement été aigrie face à la personne, peut-être fait pas un travail de qualité, parce que j'aurais eu peut-être pas assez de temps. J'aime bien dire à quoi je dis oui quand je dis non. À quoi, oui, voilà, d'accord. Cette notion en fait de comme à quoi je dis oui pour moi quand je dis non à l'autre. C'est très très intéressant. Merci pour ça. Et enfin, pour terminer cette interview, vous évoquez l'impermanence du monde, donc que tout est changement en permanence. Les Chinois le disaient il y a 5000 ans, les Indiens aussi. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a l'impression que ça s'accélère, que les changements sont de plus en plus rapides, de plus en plus grands. Et puis maintenant, on les voit concrètement. Alors, il y a des guerres, même si on a eu des très très grandes guerres aussi au début du XXe siècle. Mais il y a aussi les changements climatiques, et puis même dans les métiers, on change de métier plein de fois, les vies personnelles, etc. Et pour autant, on a toujours quand même besoin d'un petit peu de stabilité, nous, à l'intérieur de nous, pauvres petits humains. Comment est-ce qu'on peut vivre relativement sereinement dans ce monde qui est si mouvementé, particulièrement maintenant où on sent que ça s'accélère, et comment ne pas céder à la peur qui est mauvaise conseillère? Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que je crois que c'est Lao Tse qui disait déjà que les choses s'accéléraient. C'est vrai? Ah bah mon Dieu! Il n'est pas très récent, lui. Je pense que c'est vraiment comme l'impermanence, c'est qu'en fait tout s'accélère tout le temps. D'accord. Et je crois que c'est vraiment cette notion, alors peut-être que ça s'accélère de plus en plus, et je pense que ça on le ressent certainement, mais l'accélération comme l'impermanence, elle fait partie, je crois, de l'être humain. Et c'est vrai que quand tout s'accélère autour de soi, quand on sent que tout est incertain, c'est important de revenir trouver un espace, un refuge intérieur. Donc le premier refuge intérieur, moi qui m'est utile, c'est l'instant présent. Parce qu'en fait, cet instant, en fait, quand je suis pleinement présent, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, je suis pleinement là. Et dans notre quotidien, pour être efficace, pour être épanoui et pour être vraiment pleinement heureux d'être dans une activité, juste le fait d'être juste là, quel bonheur! Donc l'entraînement, déjà, juste de revenir dans l'instant, je pense que c'est vraiment important, et encore plus dans ces moments-là. Et puis ensuite, on peut développer bien sûr des pratiques, notamment dans mon livre, il y a la sécurité intérieure, trouver en soi des espaces de sécurité et de stabilité. Peut-être le contact des pieds avec le sol, peut-être un geste apaisant, soutenant, des pratiques d'autocompassion qui peuvent me permettre de me sentir soutenue, quoi qu'il arrive. Et puis ensuite, progressivement, avec la pratique, on peut aussi relâcher ça et voir qu'en fait, on est juste une vague dans l'océan. C'est ce que j'explique. C'est que y a cet ego qui est présent, qui est essentiel et qui est important. Heureusement qu'on a un ego pour fonctionner, et en même temps qui est tellement galère, parce que c'est ça qui nous fait souffrir, qui fait nos névroses, etc. C'est cet ego qui a toujours besoin de reconnaissance, d'amour, de cette séparation pour exister. Et progressivement, la pleine conscience va permettre aussi de relâcher un peu l'ego, de sentir en fait notre humanité partagée, notre interconnexion aussi. Je pense qu'on parlait tout de suite de l'écologie, du réchauffement climatique. J'ai fait récemment, j'ai animé une retraite de méditation de pleine conscience dans la nature pendant 5 jours en silence. Et quel bonheur de voir les participants qui se reconnectent, qui ressentent cette interdépendance, cette connexion entre soi et la nature. Et en fait, on fait qu'un avec... moi, j'aime bien dire que nous sommes de la terre sur la terre.
Et c'est important, je pense, dans notre quotidien, d'avoir ces temps de déconnexion complet, de reconnexion avec la nature, avec soi. Ça me fait penser à une question que je voulais vous poser, que je n'avais pas notée, mais qui me revient du coup. Vous expliquez que dans la méditation, donc quelque part, on va se décoller progressivement de notre ego, qui n'est pas machiavélique, mais qui des fois nous met un peu des bâtons dans les roues, et pour aller vers autre chose, une espèce de sagesse intérieure. Et vous dites qu'à ce moment-là, on se sent tous interconnectés, etc. Alors là c'est votre avis personnel, qu'est-ce que ça serait selon vous? Est-ce que c'est une espèce de conscience universelle? Qu'est-ce que ce serait? En tout cas, moi, dans mon ressenti, c'est que quand je me sens, quand je pratique la méditation, en fait, déjà, les frontières sont beaucoup plus larges. Mon espace intérieur est beaucoup plus large, beaucoup plus étendu. Tout à l'heure, je parlais de la conscience intérieure, la conscience et de l'univers. Quand on est, par exemple, quand on regarde la Voie lactée, on a ce sentiment, en fait, dans la pratique, de se sentir en fait que l'intérieur et l'extérieur, en fait, les deux en fait sont complètement reliés, mais on le sent. C'est pas une expérience intellectuelle, c'est vraiment quelque chose qu'on vit. C'est peut-être compliqué, mais vraiment, c'est un vécu. Je sens qu'en fait, les frontières de mon corps. Et d'ailleurs, une expérience qu'on peut faire tous, c'est, par exemple, juste le contact, par exemple, des fesses avec la chaise. Quel est le début et la fin du contact, voilà, est-ce que je ressens la fin et le début du contact de ma chaise? Les frontières ne sont pas si fines sont pas si claires que ça. Ou même le concept de la main. Comment je sais que ma main est ma main, en fait? Quand je sens ma main, par exemple, je sens que des vibrations. Alors, je sens le contact de l'air avec la peau, mais est-ce que vraiment je sens vraiment... est-ce que c'est si fin, la séparation entre le contact de l'air avec ma peau? Voilà, les choses, en fait, ne sont pas si claires que ça, parce que tout est relié. Et d'ailleurs, on sait qu'on respire avec... Il y a plein de pores qui ouvrent, en fait, et qui nous relient, en fait, intérieur-extérieur. Quand on regarde même au niveau... tout est une question de perception. On parle souvent de la perception, j'en parle aussi dans mon livre. Si je prends par exemple cette chaise, je vois là un tissu, et quand on rentre à un niveau un peu plus microscopique, je verrai certainement peut-être des labyrinthes, des ponts. Les fibres du tissu. Voilà, etc. les fibres. Et puis si je rentre encore plus au niveau vraiment des nano... au niveau Ouais, au niveau même quantique. Quantique, complètement. Ça serait juste en fait des vibrations, un champ de vibrations et du vide, complètement. Ouais. C'est 99% je crois que c'est 99% en fait. Très gros chiffre en tout cas. Voilà, tout à fait. C'est du vide. Donc tout est relié et en même temps, tout est séparé, tout est relié en même temps. Et c'est ça qui est fabuleux aussi, c'est qu'il y a cette interconnexion et en même temps ce sens de l'ego qui peut être aussi important. Donc c'est important, je pense, un peu comme, vous savez, comme une carte une carte qu'on a pliée. La méditation va permettre de déplier cette carte parfois, de sentir en fait une sorte d'ouverture, de relâchement, d'expansion, et ça permet de libérer un peu cette anxiété ou tous les troubles qu'on peut avoir. Et puis parfois, c'est important aussi de se relier aussi à cet ego qui nous permet aussi de fonctionner. Moi, j'aime beaucoup Jack Kornfield, qui est un instructeur de méditation américain, qui dit la pleine conscience, c'est découvrir le mystère de la vie, ou en tout cas, peut-être pas découvrir, mais être en lien avec le mystère de la vie et devoir payer ses factures. Oui, mais c'est pas un qui disait après l'extase, la vaisselle. C'est lui qui est... Voilà, c'est ça. Après l'extase, la lessive. C'est complètement ça. C'est vraiment une pratique qui est très, très ancrée dans notre vie, dans notre quotidien. Il n'y a rien de perché, en fait. On peut avoir ce sentiment-là, mais tout est dans l'expérience, juste dans l'expérience directe. Quand je vous dis on est tous interconnectés, mais... c'est pas du mental, c'est juste qu'on le vit, quoi. Il faut vraiment le tester. Le pratiquer. Par soi-même. C'est complètement... Il n'y a rien de dogmatique, c'est juste de la pratique, de découvrir ça, en fait. Ouais.
Et quel bonheur aussi de le découvrir, et je pense que c'est tellement important. Pour moi, c'est vraiment des compétences qui seront essentielles pour notre avenir. C'est comme sûr. L'intuition. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. L'intelligence artificielle qui va quand on voit déjà les peintures qu'on arrive à faire avec l'intelligence artificielle qui sont incroyables. Enfin, je pense qu'il y a vraiment des vraies compétences, de nouvelles compétences à développer. Et la pleine conscience et l'autocompassion peuvent vraiment être des façons de traverser tous ces grands bouleversements qu'on connaît, mais qui vont surtout arriver. C'était vraiment, vraiment passionnant. Je recommande vraiment votre livre et on peut vous trouver sur votre site aussi. Oui, www.humanity.com. Ça s'affichera. Oh, super. Merci beaucoup. Et puis mon podcast aussi, j'ai un petit podcast, j'ai un podcast qui s'appelle Humanity, la méditation dans votre vie. Il y a plus d'une 60aine de méditations courtes ou un peu plus longues qui vous permettent de pratiquer. Donc on peut déjà tester chez soi. Complètement. C'est super. Merci beaucoup Sandrine. Merci.